tous. Donc, première chose, on est ravis de vous recevoir. L'association Elanqueur est ravie de vous recevoir ce soir. Donc, je me présente, je suis Austin Regrach, trésorier de l'association. Donc, je vais vous présenter les personnes qui composent notre table ronde. On va commencer par les dames, parce qu'on est galant. Donc, on a Caroline Arnal, qui est ici. Donc, elle est sociologue, consultante chercheuse à l'agence phare. Donc, elle a mené une enquête un peu du même type que ce qui a été fait par David, et je vous en parlais tout à l'heure. Et donc, l'enquête, c'était avec une association avec de plus grande envergure, puisque c'était les Restos du Cœur. Et elle s'est mise du point de vue des bénéficiaires. Merci Rachid. Donc voilà. Ensuite, on a Myriam Bouaklin, qui est donc la responsable du pôle social. Je vais y arriver. Voilà. C'est simplement la responsable du pôle social qui est au cœur de notre association. Donc je ne sais pas comment je peux oublier ça, mais c'est bon. David Frati, qui est ici, donc qui est lui aussi sociologue, et donc qui a mené cette étude pour la cabane de la recherche. Et donc il est membre fondateur aussi de cette association. D'accord, association. On va utiliser ce terme alors. Et enfin, Rachid, qui est donc Rachid Najmaoui, qui est le président de l'association Elanqueur. Je ne sais pas si on a besoin de le présenter. Il y avait aussi prévu Monsieur Laurent Dumas, qui est directeur des solidarités de la Casquie. On avait besoin aussi d'un point de vue de ce type de personnes pour avoir un avis un peu plutôt côté État, côté représentant de l'État. Et donc il s'est excusé puisqu'il a un empêchement de dernière minute. Il a pu donc être présent avec nous ce soir. Donc il tenait à s'excuser par rapport à ça. Ensuite, donc le déroulé de la soirée. Donc on va commencer par donc vous présenter cette étude. David. C'est pas le buffet avant, non, le buffet, je crois que c'est à la fin, je ne suis pas certain, parce que si on commence par ça. Donc voilà, donc David va nous parler un petit peu de l'étude, de son enquête. Ensuite, il y aura un échange et des questions qu'on va se poser, qui sont donc issues de cette étude, et faire un peu un comparatif, enfin un effet miroir entre les deux associations. Et enfin, après, il y aura donc un échange avec vous tous, et donc si vous avez des questions. Donc là, je vais donner la parole à Rachid, qui va nous parler du but de cette étude. Merci aussi pour cette présentation. Et merci à tous pour votre présence. Alors l'objectif de cette étude pour Elanqueur, il faut savoir que depuis 2017, depuis la création de l'association, on a toujours été tête dans le guidon dans nos actions. On n'a jamais pris en fait le temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la richesse en fait qu'on produisait. Et quand on a eu vent de ce type d'études, on était vraiment ravis parce que c'était l'occasion de quantifier le travail de l'association et aussi la valeur qu'il produit. Donc quand on parle de travail, c'est tout ce qui est bénévole. Donc voilà, tout le travail des bénévoles qui sont des bénévoles, donc comme son nom le dit, ils ne sont pas salariés. Et on avait vraiment besoin en fait de quantifier ça, et puis par la suite montrer au pouvoir public en fait quelque part c'est quoi le terme, on va dire les économies qu'on leur fait parce qu'on se substitue quelque part à l'État. Donc ça c'est au niveau bénévole. Après par rapport à la valeur qu'on produit, c'est quantifier en fait tous les dons qu'on fait aux bénéficiaires. Donc ça c'est le premier objectif. Le deuxième, ça rejoint un petit peu ce qu'on dit. Il faut savoir que les subventions chez nous, ça représente malheureusement que 5% de notre budget. Et cette étude-là, elle nous permet d'apporter en fait un crédit, d'appuyer nos actions et de montrer en fait que ce qu'on fait c'est sérieux parce que ça a été observé par des chercheurs qui étaient en immersion au sein des Elanqueur, etc. Donc voilà, développer davantage la partie subvention et appel à projet. Parce qu'il n'y a pas que les subventions, aussi tout ce qui est appel à projet auprès des fondations. D'ailleurs, la fondation BNP est là, M. Medrana est là, qu'on remercie aussi pour son soutien. Et donc ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième, c'est en fait de profiter du travail qu'on fait pour rendre visible, mettre en lumière le travail des associations comme les nôtres. Toutes les assos n'ont pas la chance de faire cette étude-là avec des chercheurs. Donc voilà, comme
et l'Encoeur est toujours dans le partage, ça fait partie de nos valeurs. Donc on voulait faire profiter d'autres assos en mettant en lumière aussi leurs actions qui sont similaires aux nôtres. Donc je dirais 3 objectifs principaux: quantifier notre travail et la valeur qu'il produit, nous aider sur la partie subvention et appel à projet, et le 3e, c'est sur le fait de rendre visible le travail des associations de quartiers populaires qui nous ressemblent. Voilà. Merci Rachid. Donc on va passer à la présentation du dit rapport par David. Donc je te laisse la main, David. Merci beaucoup. Donc le dit rapport. Bon, déjà je voudrais remercier Elancoeur pour l'accueil qui m'a été réservé au moment de l'enquête. Ça a été, je pense que c'est important de le dire, j'ai été extrêmement bien reçu par toutes et tous. Et même si je travaillais, moi j'étais ravi d'être avec vous, même si j'étais fatigué parce que c'était de 8h à minuit, vous là, Elancoeur. On va pas laisser tranquille. Ça s'arrête jamais, puis après on va encore aller manger et tout. Mais moi j'étais vraiment très 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 content d'être avec vous. Voilà, donc je suis content de pouvoir vous présenter ce rapport. Donc je vais être très court, je vais vous présenter ça en 10 minutes. L'objectif, pour Elancoeur, il a été présenté par Rachid. Pour nous, à la cabane de la recherche, donc on est des chercheurs de l'université de Nanterre et on souhaite rendre disponibles les outils de la recherche, les outils de la science pour la société civile, donc pour pouvoir rendre service à des associations avec lesquelles on partage des valeurs communes minimales, pour leur rendre service, pour que notre travail puisse leur être utile. Mais pour nous aussi, il y avait un enjeu scientifique. Pour moi, je cherchais à savoir comment est-ce que compte un groupe de personnes. Puisque moi, je fais de la sociologie économique, je m'intéresse à comment comptent les gens. C'est-à-dire qu'est-ce qui compte dans la vie et comment on le compte. Et ça m'intéressait de pouvoir travailler avec Elancoeur, c'était pour voir qu'est-ce qui a de la valeur pour un groupe. Comment est-ce que les gens décident qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qu'il n'y en a pas. Alors, pour ça, j'ai fait une enquête d'octobre à janvier à peu près. Donc octobre 2022, janvier 2023. Ça a commencé avec un premier niveau d'observation où je suis allé à des maraudes. Donc je suis allé à Versailles et je suis allé à l'île Saint-Denis et je suis aussi allé en maraude à Kittiver, à Paris. Donc j'ai d'abord observé un premier niveau de ce qui se donne à voir de manière plus facile et plus évidente. Et ensuite, ça a duré 2-3 mois, octobre-décembre 2022. Merci d'éteindre nos téléphones portables. Et ensuite, j'ai fait 1 mois de vie en immersion dans Elancoeur en janvier 2023. Et là, j'ai pu rentrer dans un deuxième niveau d'observation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait des arbitrages pour décider de ce qu'on va donner et comment on va le donner. Alors, pour le dire en un mot, moi je suis ethnographe, et donc l'ethnographie, c'est comprendre la pratique des gens en faisant la pratique, en vivant comme eux. Donc moi j'ai porté des cagettes, moi j'ai assisté à la cuisine, j'ai fait des collectes dans les supermarchés, et j'ai attendu debout bêtement pendant une demi-heure à DPS, aux fournisseurs, dans le froid. Des fois j'ai fait des heures de transport pour être là 20 minutes. J'ai fait le kit hiver au club de foot aussi, la confection des kits avec les enfants au club de foot. Je suis allé dans une école pour faire aussi la confection des kits. Bref, donc j'ai vécu la vie d'un bénévole comme n'importe quel bénévole. Mais d'une certaine manière, j'ai vécu la vie de tous les bénévoles. Puisque finalement, les bénévoles ils ont des visions parcellaires de l'activité générale de l'association. Il y en a qui sont au bureau, il y en a qui s'occupent du WhatsApp, qui ne peuvent pas être ici, mais qui s'occupent du WhatsApp. Il y en a qui font que les distributions, il y en a qui s'occupent des cuisinières, etc. Moi, j'ai essayé de voir une vue d'ensemble. Donc c'était très fatigant parce que, voilà, comme je disais, vous vous arrêtez jamais, mais c'était vraiment super. Et un autre niveau, c'était comprendre aussi les motivations des gens. Et donc là, j'ai fait des entretiens avec un certain nombre d'entre vous, et je remercie beaucoup pour ceux qui sont pliés au jeu de l'entretien, puisque c'est un moment où on parle de soi, où on dit des choses. Et c'était bon, ça c'est vraiment ma partie préférée. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir rentrer dans qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour les gens, de montrer des significations. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi on en vient à devenir bénévole? Pourquoi on commence l'association Elancoeur? Voilà, les raisons individuelles. Et donc très concrètement, j'ai observé les distributions hebdomadaires et mensuelles. Donc pour ceux qui n'ont pas une idée très claire de ça, il y a des distributions hebdomadaires, donc chaque semaine, dans 2 lieux. Donc à l'époque, c'était l'île Saint-Denis et Versailles. Maintenant, il n'y a plus l'île Saint-Denis. Distribution de repas à 200 personnes par distribution.
Et ensuite, j'ai observé aussi les distributions mensuelles, donc les colis aux familles qui sont suivies par le pôle social. Alors j'ai observé aussi le pôle social, et en voyant un peu l'ampleur de l'activité du pôle social, la première semaine, j'ai compris que je ne pourrais pas rendre quelque chose de sérieux et scientifique dans le rapport concernant le pôle social, tellement c'est énorme le travail qui est abattu par le pôle social. Donc je m'en suis tenu uniquement au travail sur l'alimentaire, finalement. Parce que ça, je savais que je pouvais le tenir dans les mains et produire quelque chose de sérieux. Donc, faut me couper, je suis trop long. Hein. Je vous montre un peu la tambouille. Tout bêtement, ça donne des mesures du temps systématiques, des mesures des températures, des mesures du poids, de tout systématique. Ça donne des très gros tableaux Excel dans lesquels je mets tout. Et par exemple, ce tableau, je vais le montrer. Le tableau de droite, il y a toutes les activités pour une distribution mensuelle, un colis mensuel. Donc voilà, donc ça commence Myriam qui fait des visites annuelles, ensuite Ryan qui s'occupe des fiches, Alice sur WhatsApp, jusqu'à la distribution. Pour tout ça, il y a un temps qui est passé par un certain nombre de personnes, et je l'ai adapté à un équivalent du salaire dans la fonction publique. Puisque l'idée, l'objectif quand même des lanceurs, c'est de pouvoir dire, ouais, regardez l'État, toutes les strates de l'État, quelles qu'elles soient, on fait faire des économies à l'État grâce à notre travail. Donc il y avait un enjeu de quantifier une équivalence en salaire si c'était des agents de la fonction publique territoriale qui le faisaient. Ensuite, vous pourrez le voir dans le rapport, hein, vous pouvez vous servir, il a été imprimé. Ça donne des tableaux où j'essaie de rationaliser l'action des lanceurs pour donner à voir la manière dont ça se déroule. Voilà, je vois avec le total du temps et le total de brut. Alors, on le retrouve dans le rapport, parce que ouais. ça passe vite et les gens... Oui, on le retrouve dans le rapport, vous pouvez le voir. Ouais. Là, ce sont les résultats pour les distributions hebdomadaires à gauche et mensuelles à droite. Donc finalement, je peux arriver à un prix précis de qu'est-ce que c'est. Un repas, c'est un total de 4,95 €. C'est 2,24 € de travail, si c'était des personnes dans la fonction publique qui faisaient ce travail. 2 € de ce que j'appelle des marchandises, donc c'est tout ce qu'on peut récupérer à Coignard, au supermarché pendant les collectes, ou ce qu'on achète tout bêtement, ce qu'on appelle communément de la marchandise. Et ensuite, on a estimé avec Rachid un certain montant de charges par rapport au camion, par rapport au local, etc. Et par barquette, du coup, c'est 71 centimes de charge. Donc, on distribue à Elancoeur pour les distributions hebdomadaires. J'ai mes notes, mais au total, ça correspond à 42 000 € par an de travail. 37 000 € de marchandises et 17 000 € de charges. C'est-à-dire que c'est une activité dans l'ensemble, juste pour les distributions hebdomadaires, qui représente 93 000 € par an. Pour les distributions mensuelles, alors les colis sont beaucoup plus gros, on est à 156 € par colis parce qu'il y a beaucoup de marchandises. Et il y a beaucoup plus de travail en fait, et je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est le temps de collecte qui est absolument gigantesque. Le temps au supermarché, qu'on multiplie par 9 personnes, 10 personnes, pendant un roulement de la journée, ça prend énormément de temps. Plus le rangement derrière. Oui, le rangement derrière, oui. Et finalement, on a 17 000 € de travail, 22 000 € de marchandises, 13 000 € de charges, bref, 52 000 € au total. Donc, on est sur l'activité des lanceurs à près de 150 000 €. Et en ce qui concerne le travail, j'ai pu arriver au résultat que ça correspond à 1,75 équivalent temps plein dans la fonction publique. Donc finalement, il faudrait presque 2 personnes qui soient à temps plein, 35 heures par semaine, employées par une mairie, employées par un CCAS, peu importe, qui travaillent à la réalisation de juste, je le redis, juste l'activité alimentaire des lanceurs. C'est-à-dire que je laisse de côté l'activité du pôle social. Donc voilà, ça m'a permis d'arriver à ce résultat-là. Et je m'arrête pour l'instant, après on va continuer de discuter. Ok. Merci David pour cette présentation. Donc là on va passer la parole à Caroline qui va donc nous présenter l'étude qu'elle a faite pour l'agence phare auprès des Restos du Cœur. Oui, merci. Et déjà, je voulais remercier Elancoeur pour l'invitation, et d'autant plus que je suis très contente d'être ici parce que j'ai grandi pas loin d'ici, donc à Bois d'Arcy, donc je suis sur mes terres, donc j'étais d'autant plus contente d'être parmi vous. Et donc du coup, en miroir en fait de l'étude qui a été faite sur Elancoeur, donc moi je fais partie de l'agence phare, dont Lucine a parlé. On est un cabinet d'études, alors on n'est pas une association, on est une entreprise.
Donc du coup, on est financé soit par des fondations, mais soit aussi par des associations en fait, qui nous commandent des études qu'elles veulent mener. Mais on a une grande, notamment avec là, celle dont je vais parler, quand même une indépendance intellectuelle assez forte qui nous permet aussi d'avoir un point de vue critique qui là, en l'occurrence, a été aussi accepté par les associations et qui a tout son intérêt aussi de montrer les forces et les faiblesses finalement des actions qu'on mène. Et donc du coup, c'est un cabinet d'études qui est spécialisé dans les sciences sociales, donc comme la cabane de la recherche. La moitié de l'équipe est docteur dans plusieurs disciplines et du coup, on mobilise les outils et les méthodologies des sciences sociales pour pouvoir nourrir la connaissance qu'on produit sur les associations, ce qu'elles font et ce que ça peut apporter aux premiers concernés qui sont les personnes qui en bénéficient. Et donc en l'occurrence, cette étude elle a été commanditée par l'Observatoire des Restos du Cœur. Donc, les Restos du Cœur, un organisme interne qui produit eux-mêmes des études, mais qui est aussi en diligente. Et donc, ils voulaient connaître, donc c'était une étude sur l'utilité sociale de l'aide alimentaire, donc en soi, c'était déjà intéressant comme terme. Mais du coup, ils avaient un peu deux volontés. La première, c'était finalement de savoir c'est quoi les effets de l'aide alimentaire, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça transforme des situations sociales, relationnelles, économiques des personnes qui y ont recours, et de le faire assez finement et en considérant, évidemment, on est dans une très grosse structure, donc il y a une diversité de publics très importante. Et aussi, ils avaient quelque part envie d'interroger les forces et les faiblesses de leur modèle. Et je pense qu'il y a des points communs entre Elancoeur et les restos sur lesquels on pourrait revenir, et aussi des points de différence. Mais ils avaient aussi envie de tester les forces et les faiblesses de leur modèle, sachant qu'on est dans un champ associatif où il y a de plus en plus d'associations, que ça se diversifie, qu'on invente de nouveaux modes d'organisation avec des circuits courts, etc. Et qui pouvaient aussi, une grosse association comme ça, essuyer des critiques. Ou être mise en défaut, et notamment il y avait une interrogation qu'ils souhaitaient avoir et qu'on a eue, dont je parlais avec Myriam à l'instant, sur la gratuité, et ça vous l'avez en commun sur la gratuité totale, donc on pourra en reparler, mais on a aussi questionné qu'est-ce que le fait que ce soit gratuit, ça produit comme effet. Donc ils avaient ces deux enjeux de ce que l'aide apporte, et aussi des limites, et de savoir comment les personnes qui sont contraintes d'y avoir recours, et comment ils pouvaient renforcer aussi leur plaidoyer, comme vous aussi, vous avez cet enjeu. On avait trois axes de questionnement centraux. Pour nous, la première chose à regarder, c'était l'expérience vécue, c'est-à-dire savoir comment les personnes accompagnées, elles vivent le recours à l'aide alimentaire. Et elles peuvent le vivre différemment, même si on en parlera. Il y a la honte, souvent, qui est commune et qui est souvent valorisée, dans les discours en tout cas. Mais il y a aussi des diversités de points de vue, de postures, du fait d'y avoir recours. Donc déjà, comment on vit cette aide alimentaire et le recours. La deuxième question, c'était sur les usages, c'est-à-dire comment on s'en saisit, comment finalement la dotation qui nous est apportée, elle prend sens dans nos pratiques aussi. Est-ce qu'on a recours à d'autres types d'aides? Est-ce qu'on a recours au commerce? Comment ça prend sens? Et comment aussi on utilise, pas au sens utilitariste du terme, mais comment on utilise les services d'une association? Est-ce qu'on s'en tient à recevoir des colis? Est-ce que du coup on mobilise d'autres types d'aides? On a pu aussi aller voir pour quel type de personnes ils mobilisent. Parce que les Restos du Cœur ont aussi beaucoup d'aide à les personnes, ça les microcrédits, plein d'activités. Donc c'était aussi intéressant de voir quels usages finalement les personnes pouvaient avoir de l'aide alimentaire. Et enfin, un dernier axe de questionnement, c'était de savoir, ce que je disais, quels sont les effets de l'aide alimentaire, comment ça transforme encore une fois les situations sociales, économiques et relationnelles. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi sur les variations en fonction des types de publics qui sont accueillis, l'ancienneté, le parcours aussi de précarisation qui peut précéder du coup au fait qu'on pousse les portes d'une association et qu'on y est encore une fois contrainte. Alors la méthodologie est un peu différente, mais pour plein de raisons. L'idée là, c'était aussi qu'on voulait montrer des effets d'ensemble sur une grande population. Je n'ai pas le nombre exact de personnes qui sont reçues au Restos du Cœur, je ne connais pas leurs chiffres. Mais en tout cas, nous, on a choisi de faire une méthodologie mixte, c'est-à-dire qu'à la fois, on a mené dans un premier temps, et on mène toujours un peu ça dans cet ordre-là, des entretiens un peu poussés avec les personnes accompagnées pour savoir typiquement qu'est-ce que ça vous apporte en termes de rupture de l'isolement. On leur posait tout un tas de questions pour les faire parler de l'expérience, comment ils le vivaient, et encore une fois, qu'est-ce que ça pouvait transformer leur situation. On a fait 45 entretiens en tout, donc près de 30 auprès de personnes accompagnées, et dans une diversité de centres. On avait choisi 5 centres, avec des centres en périurbain, en zone urbaine, en milieu rural, pour avoir un peu une diversité aussi de profils.
Et ensuite, sur la base aussi de cette connaissance un peu plus fine des expériences, des effets, et on a pu dresser des hypothèses à partir aussi de ces entretiens, on a pu mener une enquête ensuite par questionnaire. Là, on a réussi à obtenir 1600 répondants. Merci Rachid. On a mené un questionnaire auprès d'une population qu'on a essayé aussi qu'elle soit le plus possible représentative de l'ensemble des personnes qui sont accueillies au Resto du Cœur. Donc là, on avait fait passer le questionnaire dans 84 centres qui ont été choisis là aussi pour avoir une diversité, pour être représentatif de l'ensemble des centres des Restos du Cœur. Et donc, on a pu exploiter 1600 réponses dans lesquelles, en fait, sur le questionnaire, on posait des questions tant sur leur perception. Parfois, on leur disait, voilà, est-ce que ça vous a permis de mieux manger? Est-ce que ça vous a permis de manger en plus grande quantité? Mais aussi, on leur a posé des questions sur les effets de privation. Enfin, du coup, il y avait une multitude de questions posées qui nous a permis ensuite de répondre à tout un tas de résultats dont on va peut-être parler dans la discussion et sur lesquels je ne vais pas m'étendre davantage. On y reviendra. Ok. Merci Caroline pour la présentation de l'étude. Donc là, on va passer à la deuxième partie qui est plutôt un débat thématique avec des questions. On va essayer de s'interroger un peu sur ce que cette étude a apporté, les interrogations qu'elle a apportées, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre les objectifs. Donc la première question que l'on voulait se poser, c'était qu'est-ce qu'on donne lorsqu'on s'engage comme bénévole? Et donc là, David, si tu peux nous donner ton point de vue sur que donner, comment donner et à qui donner. Oui, voilà, donc c'est pour ouvrir la discussion, c'est un des résultats de l'enquête que je n'étais pas forcément venu chercher, mais voilà, j'ai trouvé que je me suis posé la question de qu'est-ce qui est juste de donner, qu'est-ce qui a de la valeur de donner, qu'est-ce qu'on veut donner, et j'ai compris que ça se divisait en 3 questions. Donc il y avait le comment donner, que donner et à qui donner. Et je trouvais ça intéressant, parce que d'abord il y a le premier niveau, c'est comment donner. Et ça, il s'exprime avant tout. Il s'exprime. Ah ouais, non, c'est bon. Tu mon enregistrement là. Ah, tu aurais été enregistré sur. Ah ouais, non, là, le micro ne marchera plus. Hein. Pourquoi? C'est trop fort. Donc, Ah non, ça va aller trop fort. Ah ouais. Non, Merci. ici, c'est bon alors. Non mais là, Ouais, là, c'était super bien. Je crois qu'elle gênait. allez, s'il t'en plaît. Merci. Alors, comment donner? Ouais, alors le premier niveau qui apparaît très vite quand on arrive et quand on fait l'échographie et l'enquête, c'est qu'on arrive tout de suite aux distributions. Et aux distributions, alors c'est pas que c'est le hasard, c'est un peu organisé, mais en fait il y a des arbitrages individuels qui se font dans le cours de l'action. Alors des fois, ce que je disais, quand on est à Versailles et qu'on est 2, en fait ça va très très vite, il faut prendre des décisions très très vite. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était le cas de est-ce qu'il faut donner 2 barquettes, qui est un cas extrêmement important, qui produisait des débats en permanence à chaque soirée, à chaque distribution. Il y en avait un qui donnait 2 barquettes, parce qu'il pouvait y avoir un bénéficiaire qui arrive et qui dit est-ce que je peux avoir une deuxième barquette pour un copain? Est-ce que je peux avoir une deuxième barquette pour mon colocataire, il est malade, il va descendre, ou il travaille, il n'est pas là. Bref, est-ce que je donne 2 barquettes? Alors il y en a qui ne veulent pas donner 2 barquettes, parce qu'en fait, donner 2 barquettes à quelqu'un, c'est retirer à quelqu'un d'autre. Et il y en a qui disent non, mais si le type il a faim, il est devant moi, il faut que je lui donne 2 barquettes. Donc finalement, ça donnait beaucoup de débats en direct qui étaient issus d'arbitrages individuels qui répondent de l'histoire individuelle de chacun. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est que donner. Alors qu'est-ce qu'il faut donner? Et ça, c'est plutôt des discussions qui ont lieu dans le bureau, donc physiquement dans le bureau des Lancœurs, mais aussi au sein du bureau de l'association en fait. Par exemple, il y avait un cas très très important, c'est qu'est-ce qu'il faut donner une canette? Alors, est-ce qu'il faut donner une canette ou est-ce qu'il faut plutôt donner un œuf? Alors, il y a une association amie qui refuse de donner une canette. Parce que, mais en fait, il y a une question qui est très importante, c'est que c'est du sucre. Et finalement, c'est toxique, c'est mauvais, enfin, voilà, on donne des sodas, c'est pas bon. Donc, il y a des personnes qui disent oui, mais en fait, peut-être qu'il faudrait donner plutôt 2 bouteilles d'eau. Parce qu'ils préféraient 2 bouteilles d'eau, moi je sais qu'ils préféraient 2 bouteilles d'eau. Et ça, finalement, c'est des choses qui sont arbitrées par le bureau, en interne, j'ai envie de dire. Et ensuite, de fait, les personnes donnent des canettes ou des œufs s'ils sont là. Quoi. Ou après, il y a des arbitrages qui sont faits aussi au niveau de l'argent. Enfin, de ce que je comprends peut-être, David, dans les exemples concrets que tu nous donnes, c'est en fait la responsabilité que l'on a dans ce que l'on donne. Que ce soit dans ce que l'on donne, donc ce que disait David à l'instant, c'est-à-dire est-ce que je donne quelque chose qui est nocif pour la personne. Et le deuxième questionnement qu'on peut avoir, c'est
Si je donne, j'ai la responsabilité de ce que je donne en termes de quantité aussi. Est-ce que je donne à un maximum de personnes, ou bien est-ce que je donne à toutes les personnes qui ont besoin donc, de la barquette, etc. Donc je pense que c'est un peu ça qu'il faut comprendre derrière ces exemples précis. Ouais. Et je finis sur un truc qui, pour moi, est extrêmement important, c'est le à qui donner. Et j'ai compris que cette question, elle n'est pas réglée par arbitrage en action, ni par le bureau. C'est réglé par les socialisations individuelles, ou par toutes les histoires individuelles. C'est qu'il y a des personnes qui disent qu'ils veulent rendre à la société, et parce que la société leur offre un travail, un toit, et puis il y a des gens qui n'ont pas de travail, pas de toit. Et donc du coup, je veux rendre ça. Ou il y a d'autres personnes qui disent, ça pourrait être moi, finalement, demain, la personne qui est à la rue, puisque la situation est difficile, la situation économique est difficile. Et finalement, à elle en cœur, et ça qui est vraiment important, c'est que le à qui donner, il est universel. C'est on donne à tous et à toutes. Et si un mec il est en galère, moi je l'aide, c'est tout. C'est un peu ça la phrase qui ressort. Effectivement, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on pourrait peut-être parler de ce que donne, cette fois-ci du côté du point de vue des bénévoles de l'association. Et donc, sur ce point, est-ce que tu voulais ajouter des choses, ou peut-être, Caroline, nous parler de cette partie? Alors, moi, je serais un peu plus embêtée de parler de ça parce que du coup, on a fait des observations, mais moins systématiques que David a pu le faire. Et je suis tout à fait d'accord. Et dans ma tête, j'ai fait beaucoup d'observations de maraude, donc je sais bien que c'est là qu'on accède à plein de choses, y compris y compris aussi sur les stratégies un petit peu. Au Resto du Cœur, évidemment, ce principe universel, il est dans les discours. Après, il y a aussi, évidemment, des arbitrages qui sont faits. Et il y a beaucoup de conflits aussi qu'on peut observer, souvent, entre bénévoles sur le fait à qui on donne. Et je pense que la différence, elle est liée au fait aussi que, du coup, peut-être dans une très grosse association, mais là, je parle encore une fois, j'ai pas de données, donc j'ai pas... Mais il y a une pluralité de justifications qui est donnée à l'engagement. Peut-être que d'autant plus au resto, il y a un recrutement très large de tout type de personnes qui veulent s'engager, et que du coup ça peut avoir des logiques plus ou moins concurrentes et qui finalement aussi sont visibles dans la façon de donner en fait. Et j'en tiens juste pour exemple que notamment il y a au moment du Covid, il y a eu vraiment un changement en fait de philosophie presque de la façon de donner, de la façon de donner à qui. Et là normalement, il y a un barème au Resto du Cœur, donc c'est pas de l'inconditionnalité totale. À partir du moment où il y a une condition qui est de justifier de ses ressources, il y a un barème, voilà. Et ce barème a été levé pendant le Covid, et donc du coup, pour le coup, il y avait là une inconditionnalité parfaite, on va dire. Et finalement, on a pu voir que ça avait créé beaucoup de dissensions aussi dans les façons, pour certains, finalement, c'était dévoyé, finalement, puisque du coup, l'aide n'allait pas à ceux qui, pour eux, mériteraient. Enfin, voilà. Du coup, il y avait aussi tous ces débats-là qui re-questionnaient en fait la philosophie initiale de l'association et qui du coup questionnaient à qui on donne. Et je pense que dans une grosse association là, et c'est d'autant plus difficile, je pense, de réguler aussi pour les associations ces questions qui peuvent être des dissensions plus ou moins fortes. Mais du coup, c'était un moment où c'était exacerbé et où ces questions-là se posaient. Et un autre élément sur la façon aussi dont on donne, c'est que notamment ils ont développé ce qu'ils appellent la distribution accompagnée, où du coup, c'est plus un bénévole qui est derrière la table, où on va de stand en stand, mais l'idée c'est qu'il y a un bénévole qui accompagne en fait la personne accompagnée sur tout le parcours, y compris l'idée c'était de donner peut-être aussi des conseils nutritionnels, etc. Et ça, nous, on a pu questionner les gens qui avaient recours à l'aide alimentaire en disant qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, la première réponse était on ne s'est pas rendu compte de la différence. Parce que finalement, en fonction des centres, c'était plus ou moins fait, etc. Et puis après, il y a eu des postures très différentes. Pour certains, c'était quelque chose qui était vu comme infantilisant. Du coup, qui disait, en fait, j'ai pas besoin qu'on me tienne la main, en fait, pour me... Et du coup, ma liberté de choix, elle est aussi dans le fait que si j'ai envie de pas prendre, en fait, c'est aussi ça. Et beaucoup d'enjeux, c'est le fait de prendre ou pas prendre les denrées qui sont distribuées. Et du coup, certains étaient au contraire étaient plus convaincus, en tout cas, de l'intérêt et se sentaient plus soutenus, effectivement, que dans quelque chose qui va... il y a une table entre nous, donc du coup, ça renforce aussi l'idée qu'il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de la table et qui donne et quelqu'un d'autre qui reçoit. Je ne sais pas si je réponds complètement, mais encore une fois, j'ai peut-être pas les données suffisantes pour
pour aller sur ce terrain. Non, mais ça nous permet d'avoir aussi un point de vue différent, avec une étude qui complète celle qui a été faite par David, hein, puisque c'est... Et en même temps, avec une structure qui est bien plus importante, nationale, donc la SO du Cœur, encore une fois. Donc, le questionnement qu'on pouvait avoir aussi, c'est comment recruter et fidéliser les bénévoles. Ça, c'est crucial, hein. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'association. Donc, c'est une question qu'on peut peut-être se poser. David, tu veux peut-être commencer? Ah oui. Tu veux des prescriptions, des conseils Achille, tu veux dire quelque chose? C'est vrai que c'est un point très important. D'ailleurs, il y a beaucoup de bénévoles qui sont présents et je tenais à les remercier pour tout l'investissement qu'ils font au service des plus fragiles. Alors, c'est une partie importante, le bénévolat. C'est d'ailleurs très instructif, tout ce qu'on retrouve dans l'étude. Ça permet de voir justement concrètement l'engagement d'un bénévole sur le long terme. Et donc le bénévole, il est au centre en fait de notre pérennité, le fait que ça dure dans le temps. Comment après nous on va fidéliser, c'est vraiment essayer de transmettre des valeurs qui sont communes et d'essayer en fait de le responsabiliser pour qu'il soit plus engagé dans les actions solidaires. Donc voilà, donc dès qu'on voit un bénévole qui s'investit assez régulièrement dans la structure, on essaie de lui proposer en fait pas un poste, mais presque quoi. Mais, voilà, une responsabilité pour qu'il sente qu'il peut agir à son niveau, qu'il a une responsabilité, et ça lui permet en fait de durer dans le temps. Et c'est comme ça qu'on arrive à recruter et puis à faire autant d'actions. Parce que voilà, comme l'a dit Houssine, sans bénévoles, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le côté humain qui est très important. Donc voilà, donc c'est recruter les bonnes personnes, les fidéliser, faire des actions ensemble aussi, en dehors de tout ce qui est associatif, faire des repas, n'est-ce pas les gars, quand on fait la raclette annuelle, c'est vraiment un moment de partage, où on se retrouve et on discute de tout et de rien, et ça permet encore plus qu'on se retrouve dans un autre cadre, etc., et puis de renforcer l'engagement. Donc voilà, donc c'est recruter les bonnes personnes, fidéliser dans le temps, etc. J'ai une question, je sais pas si on a le temps. J'imagine une question. Une question, Monsieur le Président. Non, mais ça m'intéresse. Comment tu expliques la faible proportion de personnes retraitées dans l'association? Parce qu'on sait de quoi est constituée la force de travail associatif en France, ce sont des personnes retraitées. Et je sais pas, c'est une question vraiment ouverte, je sais pas si c'était une vraie idée. Non, si tu fais bien de la poser. C'est vrai que nous, en général, c'est des jeunes qui s'investissent. D'ailleurs, pendant la période Covid, on avait été sollicité par des mairies, par des CCAS, etc. Parce que voilà, c'était essentiellement les Restos du Cœur ou des associations de ce type comme le Secours Populaire, etc. Et la plupart étaient retraités. Et pendant le Covid, c'était compliqué pour elles de sortir, de se mobiliser, etc. Donc nous, la force qu'on a, c'est d'avoir des jeunes. On a pu le voir quand j'ai échangé aussi avec M. Dumas, directeur de la solidarité de Sky. Il se posait en fait la question aussi comment on arrivait à avoir autant de bénévoles jeunes et qui s'investissent en fait bénévolement, j'ai envie de dire quelque part, sans contrepartie salariale. Donc je dirais par rapport à tout ce que j'ai cité, c'est aussi des connaissances, c'est le bouche à oreille aussi qui marche bien. Sur les réseaux aussi, on passe pas mal d'appels, etc. Donc voilà, on est naturel et on recrute des gens qui veulent s'engager et qu'on fidélise avec le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, par rapport à la fidélisation, justement, c'est un terme que j'aime pas trop pour les bénévoles, parce qu'en fait, ils se fidélisent eux-mêmes. C'est par les actions vraiment qu'elles font. Ça leur plaît de voir en fait l'impact que ça a eu sur nos bénéficiaires qui font qu'elles restent et qu'elles disent mais c'est quand la prochaine action? Vraiment, c'est pas nous qui les fidélisons, c'est eux qui se fidélisent, vraiment. Merci Myriam pour cette précision, qui est importante d'ailleurs. On peut peut-être passer à la deuxième partie de ce questionnement. Comment et pourquoi aider sur la durée? Justement, c'est un lien direct avec ce que l'on vient de dire. Donc sur ces questions, c'est partant du constat qu'Elanquer a fait le choix de n'aider qu'une année renouvelable, ça il faut que j'explique pourquoi, ou bien tu peux nous expliquer pourquoi, pour éviter l'assistanat. Donc c'est par rapport notamment
enfin, il y a deux choses qui vont être présentées par David. Donc il y a les maraudes, mais aussi les personnes que l'on aide via un colis alimentaire. Là, c'est toute une étude, on n'a pas les mêmes questionnements, puisqu'il y a une étude qui est faite au préalable sur le niveau de vie de ces personnes, et c'est à partir de là qu'on décide, donc dans le bureau, à quelle hauteur on les aide et sur combien de temps. Donc si tu peux expliquer, Myriam, un peu le fonctionnement de cette partie de l'association. Alors, oui. Donc nous, on apporte un colis alimentaire donc, de manière mensuelle. Ce colis alimentaire, pour nous, c'est un réel vecteur d'échange, en fait. C'est un moyen d'entrer en contact avec le bénéficiaire et de voir les problématiques qu'il rencontre. Donc on essaye vraiment de proposer un accompagnement spécialisé qui peut répondre au mieux à leurs besoins. Ensuite, on a décidé de le mettre sur un an justement par rapport à cette notion d'assistanat. Pour nous, c'est pas le bon terme. C'est-à-dire que nous, on est là pour une assistance, on est là pour les accompagner. On n'est pas là pour être là de manière pérenne en fait. On veut être une parenthèse et on est vraiment très content quand on nous appelle et qu'on nous dit j'ai plus besoin d'aide. Vous voyez, on est vraiment une parenthèse. Maintenant, on a mis cette durée de 1 an, sachant que nos bénéficiaires, on les voit tout au long de l'année. On fait des ateliers avec eux, on crée du lien avec eux. Vraiment, c'est pas juste le colis qu'on leur dépose. Toute l'année, on a une relation de confiance qui s'établit avec tous nos bénéficiaires. Ensuite, on refait un point au bout d'1 an. Si la situation s'est améliorée, bien évidemment, au cours de l'année, ils nous en font part et puis on peut stopper l'aide. Attention, on peut stopper l'aide, mais l'action sociale continue, c'est-à-dire que notre accompagnement social, il continue, même après les 1 an. Pour les 1 an, c'est vraiment l'aide alimentaire pour pas qu'on tombe justement dans une dépendance, entre guillemets, et qu'on est là comme une béquille, en fait, vraiment, à un moment donné, où ils ont un accident, d'accord, de la vie, ça peut être la maladie, ça peut être une séparation, ça peut être... Il y a pas mal d'aides comme ça. On a développé des aides dernièrement exceptionnelles, sur 3 mois, où il y a des personnes vraiment qui passaient par un coup dur, et ils ont eu besoin d'une aide de 3 mois, et après ça, ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas mettre une aide sur X temps. On essaye vraiment de suivre. Maintenant, c'est pas fermé. C'est-à-dire que si une personne, au bout de 2 ans, elle est toujours dans la difficulté, et on l'a eu dernièrement, on a eu une personne où son mari a été atteint d'une tumeur, où il a plus de travail, le temps que toutes les aides se mettent en place. On avait dépassé le délai de 2 ans, mais naturellement, on n'allait pas arrêter l'aide. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est fermé, irrévocable, c'est-à-dire qu'on étudie au cas par cas. Très bien, merci Myriam pour toutes ces précisions. Il faut comprendre, hein, je vais retirer ma casquette d'animateur et prendre celle de membre de l'association. Il faut comprendre que cette distribution alimentaire, c'est juste un prétexte en fait pour atteindre les personnes, comprendre quelles sont leurs difficultés. Et le but ultime, c'est justement de sortir ces personnes de ces difficultés. Donc c'est pour nous aussi un moyen, simplement, cette distribution. On parle beaucoup de distribution alimentaire, mais ce qui est essentiel pour nous, c'est 2 choses, je dirais. La première, c'est de... Je vais un peu loin, là, parce que je suis censé animer. Donc la première, c'est de sortir les personnes de cette difficulté, et la deuxième, c'est de sensibiliser notre jeunesse, parce que c'est vraiment essentiel. C'est eux qui vont prendre le relais. Vous les voyez dans les affiches, il y a des membres de l'association, des bénévoles qui viennent avec leurs enfants. Il y a toutes les actions qui sont menées avec le pôle social, avec Claire et d'autres, INSEF, ou à Maria, où on a donc des ateliers qui permettent aussi de sensibiliser la jeunesse. Ils viennent avec leurs enfants, etc. Et ça permet aussi de voir que, 1, de les sensibiliser encore une fois, et 2, d'avoir la relève et de leur faire prendre conscience de l'importance d'aider l'autre. Voilà. On peut tous passer par ces moments difficiles, donc c'est important d'avoir une main qui vient nous aider. Donc, voilà, je voulais juste ajouter ceci. Après, je reprends mon rôle d'animateur. Ouais, exactement. Ouais, justement, Caroline, alors, est-ce qu'on peut avoir ton point de vue sur ces sujets, en fait, par rapport au fonctionnement des Restos du Cœur et donc de leurs bénévoles? Merci. Oui, après je veux bien réagir à ce qu'a dit Myriam sur finalement le volet aussi, le rôle de l'accompagnement long, en fait, de l'accompagnement social au long cours, et sur cette notion d'assistanat qui nous met tous mal à l'aise parce qu'en fait elle est connotée péjorativement de plein de manières. Du coup, en fait, on pourrait la désacraliser en disant en fait on est assisté à partir du moment où on est dans une relation d'aide, et de fait, en fait, parce qu'on a besoin en fait qu'on nous porte assistance.
Donc on peut le poser comme ça. Et en fait, ce que l'étude sur les restos a permis de faire, c'est un peu de déconstruire un petit peu des idées reçues, que je sais que vous n'avez pas, vous n'avez pas, mais ça permet aussi, des fois, les sciences sociales aident à ça et finalement à casser des idées. Et la première chose, c'est que finalement, souvent il y a des discours qui disent, bah voilà, on est assisté, c'est que finalement, l'aide, on la prend parce qu'elle est là, et puis finalement, les gens disent à peine merci. Enfin, on entend des discours comme ça, hein, dans certains parfois. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est évidemment une déconstruction totale de ce discours-là, puisque d'abord, là, les personnes qui sont reçues à l'aide alimentaire, d'abord, elles éprouvent un très fort sentiment de redevabilité vis-à-vis des associations. Et ça, c'est des choses souvent très fortes, et d'ailleurs qui nous posent question, nous, en tant que chercheurs, sur la méthodologie, c'est comment, finalement, on réussit à faire parler les gens, parce qu'en fait, vous leur apportez tellement qu'ils ont tellement envie de dire que tout va bien. Voilà, donc il y a un fort sentiment, en fait, d'abord, être assisté, c'est être très redevable, en fait. C'est être très redevable, il y a un fort sentiment, d'autant plus quand la précarité, elle est forte, et que du coup, il y a un degré de dépendance, effectivement, assez fort, parce qu'on a besoin, encore une fois, de ces denrées-là pour survivre, parfois, hein, parce qu'on dit souvent, on meurt plus de faim, en même temps, il y a quand même beaucoup de pratiques de privation très fortes qui persistent. Donc ça, c'est une première chose, donc déconstruire un petit peu cette idée, parce que les gens sont pris dans un fort sentiment de redevabilité. Et aussi, une autre déconstruction d'une idée reçue qui est associée, c'est que finalement, on peut aussi entendre dire, les gens, ils sont assistés aussi parce qu'ils multiplient les aides, ils vont prendre de l'aide partout. Et puis nous, en fait, on a posé la question aux gens, mais en fait, est-ce que vous allez solliciter d'autres? Et en fait, le pourcentage était moins de 10% des personnes qui ont été interrogées qui avaient un polyaccompagnement, si vous voulez, donc, qui pouvaient aller dans d'autres structures. Donc ça aussi, c'était complètement déconstruit. En fait, ils étaient aussi, alors, on parlait de fidélisation, et ils étaient fidèles finalement à une association, et ils avaient dans la tête que finalement, quand on est au resto, et on ne va pas aller demander ailleurs, parce que ça ne se fait pas. Parce que finalement, sinon, je vais justement être perçue comme un assisté, et donc du coup, je m'en empêche. Et alors même que c'est un peu une absurdité, parce qu'en fait, rien n'interdit. Et finalement, c'est aussi du non-recours si les gens ne vont pas solliciter d'autres types d'aide alors qu'ils en auraient besoin. Enfin, voilà. Donc du coup, c'est aussi ces formes-là, un petit peu, qui permettent de casser un peu des idées sur ce que ça veut dire. Et voilà, on avait vraiment, nous, encore une fois, moins de 10% des personnes accompagnées qui déclaraient qu'ils avaient recours. Donc il y a une norme aussi implicite, et ça nous a amené à penser, on a créé un peu une idée, qui était de dire qu'en fait, les personnes aussi qui sont accompagnées dans les associations, quelque part, elles exercent un peu, alors, on a appelé ça un métier de bénéficiaire, c'est pas très beau, mais c'est pour dire qu'en gros, ils adoptent un petit peu ce qu'on a attendu d'eux. Donc ils vont dire ce qu'on attend un peu d'eux, ils vont essayer de se comporter pour s'intégrer le mieux dans les associations, et donc du coup parfois solliciter moins d'aide. Alors là vous proposez un parcours total qui fait qu'au final on n'a pas de l'aide alimentaire, on a forcément l'accompagnement social qui est ajusté, mais typiquement au Resto du Cœur on a une forte proportion de gens qui ne vont qu'aux distributions alimentaires, ils y vont beaucoup, mais ils ne vont pas solliciter les autres aides. Aussi dans l'idée que ce qui est attendu de moi c'est que j'en demande pas trop. Donc, typiquement, voilà, c'est aussi des fonctionnements parfois qui créent des empêchements, finalement, pour les gens de pouvoir solliciter des aides là, auxquelles ils auraient droit, en fait. Je ne sais pas si... Merci, Karine. Et David, tu voulais donc intervenir et réagir sur ces propos. Préparez-vous. Oui, non, sur ce point-là, c'est... Arrête, je sais être sérieux. Non, mais c'est la question de l'assistance. En fait, je pense qu'on est tous assistés. Les riches sont assistés parce qu'ils mettent des enfants dans des écoles où on sait qu'un étudiant de famille riche coûte beaucoup plus cher en allant dans une école privée qu'un enfant de famille pauvre qui va dans une université de province. Ça, on le sait. On a eu des cas récemment, certaines ministres qui mettaient leurs enfants dans certaines écoles. Et la classe moyenne sont assistées aussi. Il y a des prêts, il y a des aides pour les prêts. On a des aides quand on retape sa maison. On a des aides pour acheter une voiture. Donc les classes moyennes aussi sont assistées par l'État. Et les pauvres aussi sont assistés. Et ça, c'est normal en fait, parce que si on enlève toutes ces questions d'assistance, qu'elles soient de l'État ou même des associations ou de l'entraide, en fait, on est tous nus. On perd tous un énorme niveau de vie.
une énorme chute dans le niveau de vie. Donc, étrangement, on accuse éventuellement que les pauvres d'être assistés, mais on l'est tous. Ok, merci pour ces précisions. Je vous en prie. Donc on va passer à une question qui est un petit peu vaste et peut-être un peu compliquée, mais on voulait quand même s'interroger sur ce sujet. C'est que faire face à la persistance de la pauvreté. Donc comment réagir et comment peut-être trouver des moyens de limiter, Myriam en a un peu parlé tout à l'heure, comment limiter un peu cette, que cette pauvreté persiste dans le temps et perdure. Sam, tu réponds? Que faire, Myriam? Tu veux dire que faire? Que faire, ouais. Si dans la salle, il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas. Que faire? On tente en tout cas du mieux possible de les accompagner. Après, ce qu'on a décidé, nous, de mettre en place pour leur permettre de leur offrir un peu de parenthèse, j'ai envie de dire, on essaye de mettre en place des ateliers qu'on a dit citoyens. C'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser l'insertion des familles dans la société. On essaye de les emmener au théâtre, on essaye de faire des sorties bowling. Il y avait des personnes qui n'avaient jamais été. On essaye vraiment de leur faire découvrir autre chose et de ne pas les percevoir que par cette aide alimentaire, en fait. On essaye vraiment de leur faire découvrir autre chose. Les parents, c'est pareil, quand ils sont dans cette situation-là, ils sont dans un isolement et on essaye de lutter contre cet isolement. On essaye également d'impliquer les parents dans l'éducation de leurs enfants. Toutes nos actions sont faites avec les familles, c'est-à-dire avec les parents et les enfants. On ne prend pas les enfants seuls. On essaye vraiment de construire ce lien-là. Prendre un goûter ensemble, faire un atelier, par exemple, pâtisserie, qui a l'air tout bête, mais pour un enfant qui n'a pas la chance de faire ça à la maison, voilà, il y a quand même quelque chose qui se crée avec son parent. Donc on essaye vraiment d'essayer de donner un accès à davantage d'activités. Après, maintenant, pour la question alimentaire, c'est vrai que comme tu disais, Caroline, on a des bénéficiaires en fait qui veulent être bénévoles et qui sont devenus bénévoles en fait, qui veulent vraiment rendre. Vraiment, ils ont cette notion que des fois, c'est pas totalement légitime. On a eu une famille, par exemple, qui a pu avoir un appartement, qui avant ça avait dû dormir dans le bois de Maurepas, pour laquelle on était intervenu en urgence, donc avec un hébergement d'urgence. Et elle a pu avoir un appartement et on lui dit de quoi tu as besoin, comment on peut t'aider? Elle lui dit non mais j'ai besoin de rien. Sauf qu'une fois qu'on a fait la visite, elle n'avait pas de frigo, elle n'avait pas de gazinière, elle n'avait pas de lit. Et elle continue à nous dire non mais vous avez déjà trop fait. Donc c'est pour ça que on essaye vraiment, c'est pour ça qu'on parlait encore, et je reviens dessus, de l'accompagnement. Il est essentiel, vraiment. Nous, notre but, c'est vraiment de les aider à reprendre une autonomie. Voilà. Merci Myriam. Caroline, peut-être nous donner ton point de vue et comment fonctionne le Resto du Cœur qui ont donc quand même beaucoup plus de moyens sur cette question. Oui, après, pour répondre à la question, du coup, je fais une petite digression, si vous m'autorisez, parce que Myriam lance le sujet de la participation des personnes accompagnées, notamment en tant que bénévole. Je pense que c'est une question cruciale, en fait. Notamment parce qu'on pense souvent, là, les Restos du Cœur s'interrogeaient sur le modèle de la gratuité, et souvent, dans les discours des autres associations qui font un peu payer, il y a l'idée que quand on paye, on participe, donc du coup, on est responsabilisé. Et finalement, quand on pose la question aux gens, est-ce que participer pour vous financièrement, donc déjà on a une grande proportion de gens qui disaient si je devais payer même 1 euro, en fait je viendrais plus, parce que je les ai pas. Et surtout qui disent mais en fait c'est pas la participation financière qui compte, c'est la participation, en fait moi je veux rendre, je veux aussi donner mon temps, etc. Et donc du coup, je pense que c'est une très bonne chose et que vous avez en commun avec les Restos du Cœur de favoriser en fait la participation des personnes et qui soient de l'autre côté en fait aussi et permettre qu'il y ait des parcours d'engagement, ça c'est il me semble que c'est central. Et pour revenir à la question que faire, je vais répondre tout de suite et spoiler, mais du coup j'ai envie de dire continuer, persister et accompagner au-delà de l'aide alimentaire, notamment sur le volet social comme vous le faites. Pourquoi? Parce que notamment nous on a eu des résultats qui nous ont assez étonnés. Enfin, pas complètement, mais pas à ce point-là. Notamment, on avait posé des questions dans le questionnaire. On posait des questions un petit peu sur la vie des gens, mais dans ces cas-là, on avait des résultats, justement, parce qu'ils se sentent très redevables de l'association, qui était dithyrambique. Il y avait 9 personnes sur 10
qui disaient qu'ils mangeaient à leur faim, ce qui est complètement absurde en soi, parce que les Restos du Cœur, la dotation, c'est 6 repas par semaine, donc on ne peut pas manger à sa faim avec la dotation des Restos du Cœur, c'est pas possible. Donc notamment les gens qui dépendaient à 100% de l'aide qui affirmaient ça, donc ça montrait qu'il y avait aussi une volonté de mettre en avant tout ce qu'on apporte. Mais on avait posé aussi des questions plus objectivantes en disant est-ce que vous avez des pratiques de privation? Est-ce que quand vous sautez des repas? Est-ce que vous privez pour quelqu'un de votre famille? Voilà. Est-ce que vous renoncez à certains aliments? Enfin, on posait plein de questions comme ça. Et on leur demandait ces questions-là avant et après le recours au Resto du Cœur. Et on a pu faire des indices, en fait, quelque part, créer finalement, en fonction des réponses à ces questions, des indices de précarité alimentaire et comparer, en fait, avant et après, qu'est-ce qui se passe. Et alors, même si ça s'améliore, en gros, on a quand même observé qu'il y avait une forte proportion de gens pour lesquels il y avait une résorption qui était seulement modérée de leur insécurité alimentaire. Donc, pour certains, ça améliorait. Pour une part, je crois que c'était 20%. Mais il y avait aussi une forte proportion de personnes pour qui, en fait, ça s'était amélioré, mais pas beaucoup. Ou d'autres, au contraire, qui me disaient, en fait, ça n'a rien changé. En tout cas, je reste dans une précarité. Je continue à me priver, je continue à renoncer à certains aliments, etc. Donc ça montre bien que finalement, il faut persister et il faut pérenniser l'aide. Parce que finalement, voilà, typiquement, là, ça persiste. Et aussi, des choses qui ne sont pas encore atteintes. Je ne sais pas si vous avez peut-être le recul à Elancoeur, mais c'était aussi, on avait dans l'idée, nous, de se dire, finalement, si on a l'aide alimentaire des Restos du Cœur, peut-être qu'on peut réattribuer l'argent gagné sur d'autres types de dépenses. Donc on demandait, est-ce que ça vous a permis de régler des dettes? Est-ce que vous a permis d'investir dans dans de l'essence, etc. Ou est-ce que il y avait une question que nous, on trouvait très intéressante, est-ce que ça vous a permis de vous faire plaisir? Et en fait, là, les résultats sont... Alors, c'est toujours très dithyrambique, les résultats à chaque fois sont... Mais ils étaient un peu moins forts. Quand on demandait aux gens est-ce que ça a changé quelque chose, ils étaient plus de 2 tiers à dire oui sur ce plan budgétaire. Donc ça, c'était intéressant en soi pour dire finalement, voilà, ça sécurise aussi assez peu sur les budgets. Et finalement, il reste encore, en fait, pour la majorité des gens, une situation qui est tellement difficile qu'en fait, l'aide est essentielle. Donc là, que faire? C'est continuer, persister. Et notamment, effectivement, pouvoir accompagner sur le temps long, pour pouvoir, et y compris sur un volet social, pour pouvoir finalement armer davantage les personnes qui sont reçues. Je vais intervenir là-dessus, merci Caroline. Alors il y a une chose qu'on avait évoquée tout à l'heure, c'était le fait de se substituer au pouvoir public. Il faut savoir que nous, quand on met en place une aide, elle est toujours complémentaire de ce qu'il y a en place. Quand on a des besoins, on essaie de voir ce qui existe, et puis on oriente le bénéficiaire quand l'aide existe, sinon on la met en place. À titre d'exemple, chez nous, le public, à majorité, ce sont des personnes en situation régulière et qui ont une facilité en fait à venir chez Elancoeur par rapport aux bouches à oreille, etc. Ils sont aussi plus en sécurité de venir voir une association comme la nôtre qu'un CCAS ou un département, etc. Donc je pense qu'une chose qui serait intéressante, ce serait peut-être de faire des séminaires, comme on l'avait évoqué avec les élus de la mairie de Coignères, pour essayer de sensibiliser les associations comme les nôtres, qui n'ont pas la chance d'avoir un pôle social qui va aider faire de l'aide à l'accès aux droits, Et voilà, donc sensibiliser les associations qui font de l'aide alimentaire ou du social de manière globale sur les aides de l'État qui existent, pour éviter soit de faire des doublons ou bien parce que les associations n'ont pas connaissance. Et puis les associations qui existent, essayer de travailler en commun, voir les synergies qui sont possibles, etc. Donc voilà un point que je voulais évoquer par rapport à que faire. Merci Rachid. Justement, tu me tends la perche parce que le point suivant vient en droite ligne de ce qu'on vient d'évoquer. C'est en fait, est-ce que les bénéficiaires ont connaissance de toutes les aides auxquelles ils peuvent prétendre vis-à-vis donc des différentes institutions? Donc peut-être que Rachid et Myriam, vous pouvez parler d'exemples concrets où on a des personnes, des bénéficiaires qui n'ont pas forcément accès à tout ça ou n'ont pas connaissance de tout ça en fait. Alors clairement non, quand on avait échangé avec Laurent Dumas qui avait des chiffres assez précis sur les personnes, je crois que c'était 30%
de bénéficiaires qui n'ont pas connaissance de leurs droits, en fait, des aides existantes. Donc c'est une part importante au niveau de Sky. Je ne sais plus exactement ce que ça représente, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'a mis en place avec Myriam et le pôle social, justement aider sur cette partie-là. Donc c'est pas négligeable. Donc des personnes qui n'ont pas connaissance de la MDPH, par exemple au niveau du département. D'ailleurs, on n'avait pas dit, mais il y aura une session de questions-réponses après avec le public, comme jusqu'à des élus, des représentants du département, etc. Ce serait intéressant d'avoir leur point de vue. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça représente beaucoup de personnes qui n'ont pas connaissance de leurs droits. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, hein, essayer de faire des séminaires, des choses comme ça, sensibiliser les associations, sensibiliser les bénéficiaires sur tout ce qui existe. Ok, merci. Myriam, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça? Nous, en fait, à travers, quand ils font la demande, en fait, on demande des pièces justificatives, ce qui nous permet d'étudier la demande. Et avec toutes les pièces justificatives, justement, on essaye de voir les droits qu'ils n'ont pas sollicités, on essaye de les aiguiller. On a des fois des situations de surendettement. Il y a une personne qu'on a accompagnée pour un dossier de surendettement qui avait un avis d'expulsion, qui était en pleurs, qui ne savait plus quoi faire. Donc on a regardé, on a vu que voilà, les dettes elles avaient pris une telle ampleur qu'il fallait se poser et revoir avec elle tout. Et pourtant c'était une personne qui était dépressive, c'était une maman solo avec un enfant qui était TDAH, qui représentait des 10. Et on a su petit à petit créer cette relation de confiance pour qu'elle puisse venir. Alors, c'est vrai que j'ai fait un peu exprès de lui donner rendez-vous au local, mais c'était pour qu'elle se motive justement, pour qu'elle fasse elle-même, pour qu'elle fasse la demande, mais qu'on la fasse ensemble. Je ne l'ai pas fait à sa place, on l'a juste fait ensemble. Et bien aujourd'hui, elle a repris le travail, elle a eu un effacement total de ses dettes. C'est un exemple parmi tant d'autres sur lesquels l'étude du dossier, il est important en fait, il est essentiel pour pouvoir leur donner accès à leurs droits. Excuse-moi, je te coupe, ça représentait 28 000 euros, c'est ça? 30 000 euros. Donc si Caroline, tu veux ajouter quelque chose, il ne reste pas beaucoup de temps par rapport à notre timing là. Donc si tu voulais ajouter un point sur cette thématique, sur est-ce que les personnes, les bénéficiaires ont connaissance un peu de leurs droits? Ou en tout cas, est-ce que les Restos du Cœur les accompagnent peut-être dans ce sens? Alors, pour le coup, je vais pas avoir trop la réponse parce que typiquement, on est resté centré sur l'aide alimentaire. Donc, il y a des recherches en cours là qui vont mener plus sur les aides à la personne, donc les aides qui sont proposées par les Restos du Cœur en dehors de l'aide alimentaire. Mais les constats qu'on fait quand même globalement, c'est que effectivement, il y a quand même beaucoup de non-recours. Y compris, je viens de le dire, au sein même de l'association, puisque finalement, les personnes accompagnées vont s'interdire de solliciter d'autres types d'aides parce qu'on a l'impression de trop demander. Donc du coup, il y a déjà du non-recours, il y a déjà une faible connaissance en interne même d'une association, aussi parce que les bénévoles communiquent parfois peu, et du coup, ou ils ne les connaissent pas eux-mêmes, ça arrive aussi. Et après, nous, ce qu'on a observé aussi, c'est que du coup, il y a aussi des parcours, et notamment des parcours de familles aussi qui ont connu des trajectoires de migration difficiles, et qui du coup ont une forme, l'accueil dans les institutions, c'est quand même pas terrible. Donc du coup, je le dis, et donc du coup, vont avoir une forme aussi d'empêchement à pouvoir pousser les portes. Et du coup, c'est là où un accompagnement finalement beaucoup plus fin, peut-être, est nécessaire et du coup porteur dans ces cas-là, parce que c'est pas seulement connaître, c'est une fois qu'on les connaît, c'est aussi s'autoriser à pousser la porte. Et donc là, effectivement, ce que vous apportez, c'est aussi ce lien de proximité qui fait que l'accompagnement il est poussé à son paroxysme jusqu'à. Mais après, j'ai pas plus de données que ça sur ces. C'est très bien déjà. Très bien. Donc là, on va passer aux éventuelles questions et donc on va essayer d'y répondre. Et ensuite, Rachid va conclure l'événement. Donc est-ce qu'il y a des questions? 2 ou 3 ans, on était dans le même salle, je crois, Rachid. On essayait de fédérer toutes les associations des Yvelines pour qu'ils travaillent ensemble. Et j'ai suivi un petit peu Élan Cœur, son travail sur le terrain. Et pourquoi je l'ai suivi? Parce que j'ai été missionné par la Fondation Abbé Pierre sur les solidarités dans les Yvelines, les formes de solidarité dans les Yvelines.
Le rapport, il est sur le site d'appui, l'association que je représente, et aussi sur le site de la Fondation Rupert. Et ce qui est extraordinaire avec cette association, c'est qu'elle essaie de faire un pas complet. Préparer les repas, c'est-à-dire mettre une synergie entre les familles, c'est les familles bénéficiaires qui viennent préparer les repas. Faire de la distribution, avoir un pôle social. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le public, j'ai travaillé avec David aussi, ou avec Romain, sur l'ethnocomptabilité, c'est-à-dire de mettre un prix sur les formes de solidarité et de partage. Et je vais être un peu critique, pas par rapport à Elancoeur, mais par rapport aux institutions. Les institutions, pendant le Covid, ont laissé tomber, c'est-à-dire, pas tous, mais la plupart ont laissé tomber parce qu'il y a un Covid qui vient d'arriver, qu'ils ne connaissent pas, qui se posent des questions, et puis on s'est rendu compte que dans les Yvelines, qui est l'un des départements les plus riches de France, où il y a le moins de ruissellement vers les plus défavorisés. Et ça, c'est un fait, ça a été rapporté par l'Agence nationale de l'ANCT, pas mal de monde par rapport à ce rapport. Et les institutions se sont retrouvées perdues. C'est-à-dire que les CCAS, on en a contacté plusieurs pendant le Covid, n'ont pas su répondre parce qu'à l'urgence, ils répondaient à l'administratif. Il faut 1000 feuilles administratives pour les cautions familiaux, les trucs, les fiches de paie, les bazars, pour pouvoir donner. Et tandis que les associations formelles ou informelles, répondaient à l'urgence. Et là, on trouve une disparité qui est un petit peu gênante. Et je rejoins ce que tu disais, c'était de créer des séminaires entre les institutions et les associations. Parce qu'on se voit, on se parle, mais on ne se comprend pas. Parce qu'on ne vit pas la même chose. Nous, on répond à l'urgence au quotidien. Et les institutions, je vais prendre le CCAS par exemple de Poissy, pour pas aller loin, c'est une ville que je connais bien, hein, Sophie. C'est une ville que je connais bien. Le CCAS a refusé de nous recevoir pour l'institution, pour l'étude, pour regarder les familles. Et ils nous ont envoyé simplement un mail en disant nous faisons des masques. Est-ce que les gens mangent des masques parce que pendant le Covid? Et on s'est retrouvé un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que l'habitant, le quartier populaire, le besoin et, je répète, le millefeuille administratif. Je pense qu'aujourd'hui, on répond à l'urgence par des papiers. Et tandis que nous, associatifs, on est obligé de répondre par des repas. Parce que des enfants qui sont devant vous, moi j'étais à Versailles avec Rachid faire de la distribution des marrons, et on s'est rendu compte que c'est le cri du cœur, c'est pas j'allais dire les restaurants du cœur, parce que les restaurants du cœur, pendant le Covid, ont fermé. Même les gens n'ont pas retrouvé ça, vous avez oublié de le dire, mais parce qu'il fonctionne beaucoup avec des retraités, et ils se sont retrouvés sans rien. Même les habits, il y a des gens qui venaient nous voir en nous disant il nous faut des habits parce que le restaurant du cœur ne peut plus nous le donner parce que et je pense que ces réunions comme ça, et je pense dans les Yvelines, parce qu'il y a beaucoup de gens, on se connaît bien, très très bien même, et puis je pense que ces réunions comme ça, il faut avoir une conscience intellectuelle, morale, et d'essayer de se rencontrer le plus souvent possible, parce que la pauvreté, elle ne va pas en reculant, elle va en augmentant. On a aujourd'hui, rien que dans les Yvelines, l'un des départements les plus riches, on a 40% de pauvres. C'est quand même un truc qui est incroyable. On a les quartiers populaires. En France, il y a 1541 quartiers populaires QPV. Et je vous donne en 1000, la plupart sont relégués parce qu'on ne s'intéresse pas à ces gens-là. C'est une richesse, parce que pendant le Covid, qu'est-ce qui s'est retroussé les manches? Les jeunes des quartiers. Et vous avez des illustrations, vous avez des vidéos, vous avez pas mal de monde. Comment on peut m'expliquer qu'un département riche des Yvelines ne donne pas... j'allais dire, la contrepartie aux pauvres pendant ces moments-là. Et pourquoi la Seine-Saint-Denis, qui est l'un des départements les plus pauvres, lui essaie de répondre à l'urgence ou autre. Donc il faut qu'on se mette tous autour de la table et qu'on discute sereinement quel est notre avenir. Mais je dis, Elancoeur, c'est quelque chose qu'il faut aider. Ce n'est pas des subventions de 500 € ou de 1000 € qu'il faut aider. On a besoin de beaucoup pour aider ces associations-là. Et je vous invite à aller regarder le rapport. Et merci à David de faire cette comptabilité qui est quelque chose d'utile pour que les décideurs puissent comprendre que faire un geste ou ramener quelqu'un à l'école ou ses voisins, c'est un prix. C'est un prix qu'on ne voit pas, mais c'est une solidarité. Et je reviens juste sur quelque chose qui n'a rien à voir. On a dans les Yvelines, on a un problème de rénovation urbaine, de démolition de beaucoup de quartiers. Et je pense que dans ces moments difficiles, il faudra essayer de mesurer l'impact que ça a. Parce que quand on démolit le quartier, on démolit aussi la solidarité qu'il y a entre ces familles-là. Et ça n'a pas de prix. Merci. Pour David, je veux juste savoir par rapport à l'étude
que tu as effectué, est-ce que tout ce qui est étatique, est-ce que tu as été sollicité pour savoir en fait vos études, vos recherches, en gros, à quoi elles aboutissent en fait finalement? Est-ce qu'ils s'appuient sur ça en fait? C'est ça la question en fait, je veux savoir. Est-ce que quelqu'un s'interroge là-dessus? Voilà. Est-ce que l'État s'interroge sur cette question? Oui, alors moi je suis pas du tout expert de l'action de l'État. Je n'enquête pas sur l'État du tout. J'enquête au niveau du sol, moi, comme je dis. Donc je ne suis pas très bon. Mais j'espère en tout cas que ce rapport va arriver aux oreilles, va arriver sur les bureaux d'élus, ou même pas seulement des élus, aussi des employés, à différentes strates, hein, que ce soit les mairies, ou que ce soit les départements ou les régions. Et moi, j'espère que ça va les toucher. Et c'est tout ce que je veux te répondre là. Je n'ai pas été en relation avec des représentants de l'État dans le cadre de cette enquête, du tout. Alors moi je suis Sophie Rantz, donc je voulais juste féliciter Lanqueur et Rachid. On a bossé ensemble à l'époque où je travaillais pour la direction RSE d'un bailleur social, des Yvelines et de l'Essonne. On a fait une grosse distribution alimentaire pendant le deuxième confinement du Covid, et du coup c'était un plaisir de travailler avec toi et toute ton équipe, et bravo et félicitations pour tout ce que tu fais. Je me présente, Fred Mesouer, je suis bénévole à Elancoeur et d'autres associations. Le bénévolat, effectivement, il est au cœur aujourd'hui, mais on ne le voit pas. Et moi, j'aurais bien voulu qu'à travers ce rapport, il y ait des propositions qui soient faites au niveau de l'État ou des services, des propositions plus concrètes. Un exemple, dans mon entreprise, on nous donne 2 jours de bénévolat. Pourquoi cette action n'est pas généralisée et avoir plus d'implication? Je connaissais d'autres bénévoles qui sont en pré-retraite, quasiment 2 ans. Je connais d'autres bénévoles qui sont en pré-retraite et qui sont bénévoles quasiment à plein temps. Parce que leur entreprise accepte, dans des contrats de groupe ou des choses comme ça, ce fonctionnement. Moi, j'aurais bien voulu qu'à travers ce rapport, on fasse des propositions à l'État en disant, voilà, on veut renforcer le bénévolat, voilà les outils qu'il faut mettre en place. Ça, on pousserait le bouchon plus loin, dans le sens où on s'imposerait et on changerait le fonctionnement global. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le « j'ai besoin, on donne ». Ce rapport-là, effectivement, on met l'humain, on met tout ce qu'on veut, mais il faut que les règles changent. Aujourd'hui, le bénévolat, il tient sur un fil. On voit des entreprises, des associations qui disparaissent parce qu'il n'y a plus assez de bénévoles. C'est une réalité. Alors, Elancoeur, elle a la chance, il y a beaucoup de bénévoles, moi je reconnais pas mal. Première question qu'on se pose, c'est la pérennité du bénévolat. C'est primordial, s'il n'y a pas ça, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus. Je te remercie. Dans ce cas, si une entreprise propose 2 jours de bénévolat à ses employés, il faut poser la question de l'utilité sociale de cette entreprise. Finalement, si les personnes ont plus intérêt à faire du bénévolat pour aider autrui, peut-être que c'est aider autrui qui devrait être l'objet de salariat. Peut-être que finalement c'est ça le travail. Peut-être que travailler, c'est aider les personnes qu'on a autour de nous. Mais tu dis qu'aujourd'hui il y a une baisse, bon, il y a une difficulté à recruter des bénévoles, mais aujourd'hui la tendance depuis environ 50 ans, c'est une augmentation du temps de travail. Les gens passent plus de temps au travail la semaine en fait, on ne fait pas des semaines de 35 heures, hein, c'est rare les personnes qui font des semaines de 35 heures. Et en plus, on passe plus de temps au travail, puisqu'aujourd'hui, il y a un allongement de durée de cotisation avant de se retrouver à la retraite. Et on sait que c'est les retraités. Donc il y a aussi cette question-là, une question anthropologique en fait, de pourquoi passer du temps au travail, si finalement il y a une autre chose qui est plus importante, qu'on disqualifie comme travail, puisqu'on refuse de le voir. Voilà. C'est une ouverture plus qu'une réponse. Et je t'en remercie. Je suis Romain Gallard, je suis maître de conférence associé à l'Université de Nanterre et puis membre de la cabane. Et c'est une question pour Elancoeur plutôt. Et ça fait quoi de bosser avec des chercheurs? Non, c'est
Il n'y a pas de piège là-dedans. C'était un plaisir de travailler avec David et toi. Ça nous a permis en fait d'avoir une autre vision de l'associatif, du social, de manière globale. Et encore une fois, le fait d'avoir des personnes extérieures à Elanquer qui viennent pour nous donner du recul sur notre travail. Par exemple, David, tu me disais une phrase qui m'a marqué, que je ressors toujours, c'est en fait Elanquer, ça travaille du matin au soir toute la semaine. Et ça, c'est en fait quelque chose dont on n'avait pas conscience. C'est plein de personnes, plein de bénévoles en fait qui vont venir, qui vont faire une action, qui va être poursuivie par un autre bénévole, etc. Et tout ça accumulé, en fait, ça fait des journées de travail. Donc ça a été très intéressant, très instructif. Et puis voilà, donc j'espère que les gens feuilleteront ce rapport-là pour voir tous les chiffres impressionnants qui nous impressionnent encore. Tout à l'heure, quand on m'avait posé la question sur le colis alimentaire, j'avais dit que ça représentait à peu près 80 €. Et tu m'as repris en me disant que non, c'est Rachid, c'est 156 €. Donc on a encore du mal à se rendre compte en fait de la richesse qu'on produit, de la valeur de nos actions malgré le rapport, mais ça va rentrer. Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à tout ça. L'important, je pense aussi, c'est que cette étude, il ne faut pas qu'elle reste lettre morte, en fait. Il faut que ce soit pour nous tous, hein. Je parle dans la salle, donc les bénévoles, les bénéficiaires, les personnes qui représentent aussi l'État, c'est important aussi. C'est un travail qui est essentiel. Je pense qu'il ne faut pas que ça reste une lettre morte. Au contraire, il faut que ce soit une ouverture sur s'interroger comment mieux travailler ensemble. Les associations et l'État, on se complète. Rachid l'a dit tout à l'heure. Je pense qu'on se complète. Nous, on touche certaines populations et donc on peut les orienter vers les institutions pour leur apporter une aide peut-être plus pérenne, pour répondre à la question de comment sortir ces personnes de leurs situations qui sont parfois extrêmement complexes. Peut-être qu'en complétant, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, Myriam, en complétant notre aide avec le soutien des représentants de l'État, ça nous a permis de sortir ces personnes de leurs difficultés, de leur tendre la main. Certaines personnes, c'est juste, ne serait-ce qu'avoir un peu d'intention, ça suffit pour qu'elles fassent les démarches, elles sortent de leurs situations qui sont compliquées. Donc je pense que ce rapport, il a lieu d'être que s'il y a une suite. S'il n'y a pas de suite, moi c'était juste un rapport comme un autre parmi d'autres. Et après passer à l'essentiel. Oui, exactement. Alors, pour revenir à ce que tu disais, Mohamed, tout à l'heure, c'est vrai que ce rapport-là, aussi se poser la question, j'ai cité tout à l'heure les objectifs. C'est vrai que les subventions, les appels à projets, que ça soit appuyé par ce travail sérieux de scientifiques, ça fait partie des objectifs, mais pas que. Mais pas que, parce que voilà, travailler avec une institution comme la communauté d'agglomération de Saint-Quentin ou la mairie de Coignères qui s'y présente ou encore d'autres structures pour mettre en place des synergies, etc., c'est vraiment ce qui est important pour nous. C'est de travailler ensemble pour mettre des choses en place. Il n'y a pas que le côté financier dont on a besoin, certes c'est important, mais pas que. On peut aussi, en travaillant avec une mairie, parce qu'un de nos objectifs c'est sensibiliser les jeunes, toucher d'autres personnes, d'autres publics, etc. Donc en fait c'est vraiment un ensemble de choses. C'est pour ça que j'avais parlé de séminaire tout à l'heure. Travailler avec des gens, rencontrer des institutions, des fondations, des institutions de manière globale pour voir ce qu'on peut faire ensemble, que chacune en fait profite de l'expérience de l'autre, c'est ce qu'on demande. Et on espère qu'avec ce rapport qu'on va vraiment exploiter à tous les niveaux. Comme vous le voyez, on est mitraillé de caméras. Et on veut vraiment valoriser en fait cette étude-là en faisant une belle communication. Il y a des journalistes aussi qui étaient présents. Et il y a aussi une interview qui sera faite par une radio locale. Donc le but c'est vraiment de la mettre en valeur pour l'exploiter au mieux, pour que ça attire plus de projets ou atteindre les différents objectifs qu'on avait cités au départ. Merci Rachid. Merci à vous tous. Merci à tous pour votre Il va être là-bas d'abord. Donc, dans le fond de la salle, vous avez un buffet, donc vous êtes invités à le partager tous ensemble et poursuivre peut-être la conversation, les conversations. Salut.
parler de cette étude-là, c'est à un moment donné, est-ce qu'il y a des mecs en haut, là-haut, qui sont sur leur tour d'ivoire, à un moment donné, ils se posent la question de se dire, des mecs qui ont bossé, ils ont fait des études, est-ce que... Je sais cette animation. Bah, je sais bien, c'est pour ça que je te dis, tu vois, la réalité, c'est ça la réalité. Tu veux te reconvertir, ça y est